Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue dans le gros chat. Ce soir, nous parlons d'un sujet important pour notre avenir, pour les enfants. Wikipédia. Avec moi, Jean-Marc Manac. Bonsoir. Je tiens à cette blague. Donc, Jean-Marc n'est pas avec nous. Il est en convalescence. Il nous reviendra la semaine prochaine. Avec nous, Julia Vergely, journaliste. Tout à fait. Dans les 20 heures depuis 4 mois. Donc, c'est un peu ta consécration. Oui. Voilà. Tu Ravie. profites d'une maladie pour t'incruster comme dans les séries américaines. Exactement. Et notre invité, qui nous parle depuis Berlin, c'est Nicolas Kayserbril. Bonjour. Bonsoir. Voilà, bon Nicolas, j'espère que ça marche. Merci d'être avec nous. Julia, je te laisse poser à Nicolas les questions, car c'est toi la journaliste de la bande. Oui. Nicolas, tu es data journaliste et tu es fondateur de journalisme, cofondateur de Journalisme Plus Plus. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors ouais, on est une société de jeunes journalistes et développeurs qui travaillons avec les médias. On réalise des formations et des prestations de services pour les médias. On les aide à mieux utiliser les données dans leur travail de journaliste au quotidien, donc c'est-à-dire faire des visualisations et des applications interactives avec des bases de données. C'est ça, donc un data journaliste, c'est du journalisme avec des données. Des données, quoi. Non, mais tu sais, il faut parfois dire aux gens les choses. Parce que Et plein de tableaux Excel. Et plein de tableaux Excel, non, sérieux? Ouais. Avec des tableaux Excel aussi. Mais pourquoi c'est un autre sujet, peut-être qu'on verra un autre jour. Hein. C'est autre chose. Toi, en 2007, avec Jean-Marc Manac, qui n'est pas là, tu as créé quelque chose qui s'appelle Wikivala, qui a été fait sur le modèle du Wikiscanner. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, je vais peut-être commencer par expliquer ce que c'est que le Wikiscanner. C'était un projet lancé par un étudiant américain qui s'appelait Virgil Griffith et qui, en fait, permettait de voir quels étaient les organismes qui éditaient les pages Wikipédia. Donc techniquement, c'était relativement simple, parce qu'en fait, dès qu'on édite Wikipédia avec un compte anonyme, enfin sans avoir créé de compte, Wikipédia enregistre l'adresse IP de l'ordinateur. Donc c'est grosso modo l'adresse sur le réseau de la personne qui fait la modification. Et ce qu'avait fait Virgile, c'est qu'il avait construit une base de données avec toutes ces adresses IP, et il les avait associées aux organismes dont ils provenaient, puisque la plupart des adresses IP sont statiques, et donc on peut dire telle adresse IP correspond au ministère des Finances, etc. Et donc il avait fait un moteur de recherche très simple, on tapait le nom de l'institution qu'on cherchait, et on avait ensuite toutes les modifications faites sur Wikipédia depuis des ordinateurs de cette institution. Et donc on avait vu ça avec Jean-Marc, Virgile l'avait fait aux États-Unis, et puis nous on avait de manière assez simple fait en sorte qu'on puisse l'utiliser en France aussi. Donc en notant les adresses IP de toutes les grosses institutions françaises. Et ensuite, le Wikivala, c'était un espace qui permettait aux internautes de mettre en ligne les trouvailles les plus intéressantes qu'ils avaient fait en utilisant le Wikiscanner. Et donc, alors, qu'est-ce que... vas-y, moi je t'en prie, Julia. Non, avec ce Wikiscanner, on s'est aperçu de quoi? Est-ce qu'il y a eu des espèces de révélations sur qui changeait des pages Wikipédia? Oui, il y avait des choses très drôles. Aux États-Unis, enfin en anglais, disons, des internautes s'étaient aperçus que la CIA, le Vatican, enfin qu'au sein de ces institutions-là, il y avait des personnes qui éditaient les pages Wikipédia très fréquemment. En France, ce qui était le plus frappant, on avait eu des modifications faites depuis la mairie de Levallois, par exemple, qui modifiait en permanence la page de Balkany pour retirer tout ce qui pouvait lui porter préjudice. On avait plusieurs ministères qui faisaient des modifications, plusieurs grandes entreprises, comme Air France par exemple, un ordinateur d'Air France qui annonçait que la fusion avec Alitalia n'aurait pas lieu. Enfin, plein de petites choses comme ça qui étaient assez intéressantes. Le gros problème, c'est qu'on ne sait pas si ces modifications étaient intentionnelles ou si elles venaient juste d'employés qui s'ennuient au bureau et qui ne savent pas quoi faire. Mais elles ont des conséquences, ces modifications. Par exemple, celle d'Air France, c'était une histoire de fusion. Ça peut avoir une conséquence sur le marché, sur la bourse? Alors ça peut, si on fait les choses bien, si la personne qui fait cette modification a vraiment quelque chose derrière la tête, il peut faire en sorte que ça ait des conséquences. Mais la plupart du temps, si vous faites une modification anonyme sur Wikipédia en racontant n'importe quoi et en ne sourçant pas votre information, vous avez des éditeurs qui arrivent derrière et très rapidement les choses rentrent dans l'ordre. Comment est-ce que vous êtes venu à vous intéresser à ça, Nicolas? Quand Virgile a sorti le Wikiscanner,
On a rapidement vu, comme c'est souvent le cas dans cette industrie, sur Internet, que tout ce qui était fait pour le monde anglo-saxon et pour l'anglais pouvait très facilement être adapté en francophone. Et donc tout simplement, on a vu ça, on a regardé si ça fonctionnait avec Jean-Marc. Il se trouve que oui, l'outil était très facilement adaptable au français. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça. On ne pensait pas du tout que ça allait intéresser les médias à ce point-là. Et comment vous savez que les médias sont intéressés à ça? Ils l'utilisent? Vous l'avez vendu? Vous faites quoi de ça? Alors non, justement, ce qui est aussi intéressant, c'est que en 2007, bah, il y a eu plusieurs articles qui ont été publiés sur le Wikiscanner, parce que c'est rigolo, la CIA modifie Wikipédia. Il y a eu, ouais, il y a eu quelques reportages à la télé et tout, mais depuis, c'est assez peu utilisé, alors que le Wikiscanner est plus maintenu, hein, parce que Virgile, c'est un étudiant, puis maintenant, j'imagine qu'il a un métier et qu'il dépense son temps à autre chose. Euh, et en plus, Wikimedia a fait en sorte que ce soit plus simple de retrouver d'où viennent les modifications anonymes de Wikipédia. Et pourtant, il y a assez peu de journalistes qui utilisent cette possibilité-là pour voir justement quand il y a des modifications vraiment malveillantes de Wikipédia. Parce que c'est difficile. Cet exemple d'Air France, par exemple, c'était vraiment un employé. Enfin, on peut imaginer que c'est un employé comme ça sur son ordinateur qui écrit ça sans forcément avoir de plan derrière la tête. Et si vous cherchez la plupart des grandes entreprises, il y a toujours des gens qui s'ennuient et qui font des modifications Wikipédia, y compris sur leur propre entreprise. Mais par contre, on trouve aussi des exemples de modifications systématiques qui font vraiment partie d'un plan de com. Et c'est ces choses-là qui sont vraiment intéressantes. C'était le cas à la mairie de Levallois. Mais malheureusement, il y a assez peu de journalistes qui vérifient Wikipédia systématiquement quand ils voient quelque chose qui cloche dans un article, d'aller regarder qui a édité ce passage-là. Et ah bah tiens, c'est marrant, celui qui a édité ce passage-là, bah, il provient d'une institution qui a vraiment un intérêt à modifier l'article. Donc là c'est intéressant. Ce serait vraiment, il y aurait vraiment de la valeur de la part des journalistes à faire un travail de veille là-dessus. Mais alors Nicolas, est-ce qu'on a des exemples quand même? Moi j'ai besoin d'exemples, vous savez, je suis Saint Thomas moi, de gros caviardage, truc de fou quoi. Ah non, non, justement, et c'est là que c'est intéressant, c'est que ça, c'est quasiment impossible à faire sur Wikipédia. Alors que c'est beaucoup plus facile de faire passer un grand mensonge dans un média traditionnel. C'est ça, c'est que sur Wikipédia, c'est très vite repéré. Contrairement, C'est ça. une fois C'est que... ça, alors que pour faire passer quelque chose dans un média traditionnel, bah, vous faites une étude bidon avec des chiffres qui ont l'air très solides et vous avez 10 reprises presse le premier jour avant que le poteau rose soit découvert. Donc en termes de retour sur investissement, quand on fait de la com, il vaut bien mieux passer par des stratégies traditionnelles que d'essayer de caverner Wikipédia. C'est ça, une fois que c'est imprimé dans un journal, on ne peut pas le modifier, quoi. Contrairement à Bah, c'est Wikipédia. ça, quoi. Puis ensuite, il y a des démentis, il y a éventuellement Que personne ne lit. des articles le deuxième ou le troisième jour, mais l'effet est là, quoi. Bon, et alors du coup, la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi est-ce que tout le monde dit ouais, Wikipédia, c'est pas fiable, alors moi j'ose pas, ça se trouve c'est des fausses informations, ça se trouve c'est pas sérieux. Comment expliques-tu ça toi, Il Nicolas? y a deux choses. C'est la première, c'est que là, tout ce dont on a discuté jusque-là, la crédibilité de Wikipédia vient du fait qu'il y a un éditeur derrière qui, quand quelqu'un saccage une page, un éditeur derrière bien intentionné est capable de rétablir les choses. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une petite zone de trouble dans les sujets moins importants, que c'est là la faille. Qu'en fait, dans Wikipédia, les plus gros sujets ne souffrent d'aucune difficulté. Tout le monde est, voilà, c'est sérieux. Et puis sur les sujets moins connus, c'est là où on peut se glisser, raconter, réinventer l'histoire. C'est ça, ensuite, d'expérience, même sur des pages relativement obscures, c'est très difficile de modifier les contenus. Mhm. Et puis d'autre part, s'il n'y avait pas Wikipédia, tous ces sujets moins importants auraient carrément nulle part où exister. Donc on serait obligé de se fonder sur des blogs perso ou des informations éparses. Et donc là, Wikipédia a plus un rôle de centralisateur de liens qu'autre chose. Mhm. Et quels sont les enjeux de pouvoir qui peuvent avoir lieu sur Wikipédia? Bah, ils sont bien plus énormes que ce qu'on peut imaginer, parce que Wikipédia, c'est un des 10 premiers sites mondiaux, donc Mhm. largement devant tous les sites spécialisés sur le contenu. Parce que quand on dit premiers sites mondiaux, bah, c'est les réseaux sociaux, c'est les emails, c'est ouais, AOL à la limite. Mais des sites de contenu vraiment où il y a des choses qui donnent matière à penser ou qui donnent matière à lire, etc. Wikipédia, c'est de très loin le premier. C'est aussi le premier site d'info.
Quand il se passe quelque chose, les internautes vont sur Wikipédia par réflexe plutôt que sur les sites d'info. Enfin, ils vont aussi sur les sites d'info, ils vont beaucoup sur Wikipédia. Donc tout ce qui est actu chaude ou actu de fond, Wikipédia, c'est la principale source d'information pour, je sais pas, peut-être pas la majorité de la population, mais une très très grande partie. Donc l'enjeu est phénoménal. C'est les premières pages de résultats quand on tape généralement le nom de quelqu'un ou une notion. Oui, On c'est a... ça. C'est en plus sur la recherche traditionnelle, tout le monde va sur Wikipédia, hein, clairement. Et de temps en temps, on voit quelqu'un qui meurt. Dans la seconde, on va sur Wikipédia, c'est déjà inscrit. Il y a des gens qui sont en starting block sur les morts chez Wikipédia. Ensuite, il faudrait voir la sociologie des Wikipédiens, mais il y en a beaucoup qui sont des bibliothécaires ou qui font des métiers avec souvent un accès à un poste informatique, qui sont qui ont un très fort désir de partager leur savoir et qui du coup sont capables de consacrer beaucoup de temps à Wikipédia, y compris sur l'actu très chaude comme ça. Mais c'est aussi modifier Wikipédia comme ça, enfin participer à l'évolution de Wikipédia, c'est beaucoup un jeu. Euh, il y a une très très bonne ambiance entre les Wikipédiens, surtout dans la version francophone, si bien que c'est vraiment gratifiant de contribuer, d'essayer d'être le plus rapide, de battre les autres. Il y a toute cette dimension ludique à laquelle on pense pas beaucoup quand on va sur Wikipédia une fois par semaine. Et donc c'est pour ça aussi que les articles sont si bien écrits, quoi. C'est que derrière, la communauté est très très bien organisée. Ça remet même en cause le modèle de travail, parce que là, tout le monde fait ça bénévolement, gratuitement, pour partager le savoir. Qu'est-ce que t'en Ah ouais, penses? c'est un excellent exemple de comment Internet remet en cause des industries traditionnelles. Donc là, c'est l'industrie de l'encyclopédie, ce qui n'est pas un marché énorme, mais c'est sûr que le manque à gagner, non pas pour les éditeurs, mais surtout pour l'État, parce qu'il n'y a pas de TVA quand on écrit quelque chose sur Wikipédia, alors que pourtant on crée de la valeur. Ça remet en cause pas mal de choses. Est-ce qu'il y a eu des histoires de censure sur Wikipédia ou pas? Des gens qui contribuent mais qui sont tout le temps censurés et qui crient à la censure? Ouais, alors ça, on le retrouve souvent. C'est surtout une impression quand on contribue, surtout quand on débute, où on a l'impression que toutes les modifications qu'on fait sont directement éditées par des administrateurs ou par des gens qui sont là depuis plus longtemps. Euh, c'est c'est tout le problème, quoi. C'est que la communauté est assez soudée maintenant. Ça fait longtemps que Wikipédia existe. Et donc du coup, parfois, elle peut avoir peur des nouveaux venus qui vont faire n'importe quoi parce qu'ils connaissent pas les règles d'édition. Sûr que le logiciel derrière Wikimedia est assez compliqué, c'est dur à prendre en main. Donc ouais, ça peut être assez frustrant quand on arrive et du coup on a l'impression de se faire censurer. Ensuite, c'est vrai qu'aussi qu'il y a certaines pages qui sont hyper bien faites, mais qui sont administrées par une ou deux personnes qui sont des gros monomaniaques, on va dire, d'un certain sujet, et qui du coup vont avoir une attitude hyper protectrice vis-à-vis du contenu qu'ils ont eux créé. Donc si on essaye d'aller les aider en contribuant sur leur page, ils sont pas forcément hyper réceptifs. Donc on peut avoir aussi là ce sentiment de censure. Ensuite, de la censure de Wikimedia, qui est l'organisation qui fait tourner Wikipédia, ça, il n'y en a pas et je pense pas qu'il n'y en ait jamais eu. Pas de théorie de complot sur qui gère Wikipédia, les Illuminati, qui géreraient le savoir? Non. Oula, T'as pas peur peut-être de que ça? les Illuminati contribuent sur Wikipédia, ça serait bien, hein, ils créeraient du contenu aussi, mais non, ça me paraît très très Bon. implausible. Est-ce que tu as eu vent de tentatives de reprise en main de Wikipédia par des organismes puissants, privés, industriels Ça intéresse quand même. Ouais, mais encore une fois, hein, sur cette théorie du complot, Wikipédia est suffisamment transparent et ouvert à tout le monde pour que ça soit quasiment impossible de faire ça. Le risque serait quand même assez gros. C'est ce qui s'est passé en 2007 avec le Wikiscanner, hein, quand on a vu que la CIA faisait des modifs. Le risque serait trop gros pour une véritable reprise en main. Ensuite, qu'ils aient des équipes sur Wikipédia qui soient chargées d'influencer, comme je disais tout à l'heure, d'influencer les pages dans une certaine direction, pourquoi pas. Mais je pense que, encore une fois, quand on est communicant, éditer Wikipédia, il y a un retour sur investissement qui est très faible quand on veut vraiment faire passer de la propagande ou faire passer des mensonges. Donc je pense que ils sont comme nous tous, ils ont des ressources limitées, je pense qu'ils investissent ailleurs.
Mais au-delà de ça, ça pourrait aussi intéresser des grands groupes de médias, par exemple, j'en sais rien. Tu disais AOL, mais n'importe qui, Netflix, je dis n'importe quoi, pourrait se dire, tiens, c'est intéressant de, je sais pas, absorber serait Wikipédia, super, ce serait une belle affaire quand même. je pense pas que Wikipédia soit à vendre, hein, c'est aussi intéressant en termes de modèle économique, c'est que tous les ans il y a des appels aux dons qui sont lancés par Wikimedia et je sais pas, à ma connaissance, ils ont toujours réussi à atteindre leur objectif de quelques millions d'euros par an. Donc absorber Wikipédia, ça paraît peu plausible. Ensuite, que des médias investissent Wikipédia de manière sérieuse, quelque chose qui pourrait être intelligent de leur part, ça serait de mettre des liens vers leurs articles euh, pour pour acquérir du trafic en fait via les visites sur Wikipédia. Mais ça, il y a encore une fois, en connaissance, aucun média qui le fasse. Qu'est-ce qui s'est passé sur Christine Boutin exactement? Moi, j'ai entendu parler, mais j'ai pas suivi exactement. En plein débat Débat. sur le mariage pour tous, sa page a été bloquée, enfin l'édition de sa page a été bloquée jusqu'à la fin des débats, C'est pas très juste. pour éviter Que qu'elle tu se aimes ou fasse que tu n'aimes traiter pas. de tous les dons. Bah, je sais Mais pas, c'est bizarre, donc il y a une espèce de censure, c'est de la prévention. la prévention de censure, encore une Ouais, fois. non, c'est de la prévention pour diffamation, parce que ça aussi c'est un aspect intéressant. C'est que si vous êtes un internaute lambda et que vous écrivez quelque chose de diffamatoire sur Christine Boutin, elle peut très bien vous attaquer en disant vous m'avez diffamé en public et exiger des dommages et intérêts. C'est déjà produit, hein. Ah oui, donc même si la modification, enfin si ce qui est écrit sur Christine Boutin reste en ligne 5 minutes, elle peut porter plainte pour diffamation. Ouais. Ensuite, c'est au juge de décider. Je suis pas sûr qu'il y ait une jurisprudence en France, mais aux États-Unis, c'est déjà produit ouais, que des individus qui ont diffamé de mauvaise foi sur Wikipédia soient condamnés. Ensuite, en France, par contre, il y a une jurisprudence sur le fait qu'on ne peut pas attaquer Wikipédia, puisque Wikipédia est hébergeur, donc n'est pas responsable des contenus. Ça recommence. Mais ouais, attaquer les individus derrière, Franchement. si la police derrière décide de mener une enquête, de retrouver les personnes qui étaient responsables des édits, etc., ouais, vous pouvez très bien obtenir la condamnation. Faire gaffe. Oui. D'autres questions parmi nous? Je regarde l'équipe. Et souvent, ils ont des équipes, ils passent des petits papiers. Est-ce que les liens de Wikipédia sont en .follow? En dofollow? En dofollow? Qu'est-ce que c'est ça, Frédéric Bochard? Non, ils sont en nofollow. Ça veut dire Sinon, quoi ce serait trop déjà? facile. Juste la question. Est-ce que Ça, les liens ça- de Wikipédia sont en dofollow? Qu'est-ce que ça veut dire déjà la question posée? Alors, en fait, c'est quand un lien est en dofollow, c'est-à-dire que les moteurs de recherche le suivent et surtout l'index, puisque les moteurs de recherche comme Google fonctionnent de la manière suivante, c'est que plus il y a de liens vers un site, plus le site va être considéré comme important et donc remonter dans les résultats de recherche. Et donc c'est important quand vous avez un site d'avoir plein de liens qui viennent vers vous pour dire à Google, regardez, je suis important. Et quand un internaute fait une recherche sur un thème similaire à celui que vous traitez, bah, vous allez arriver en premier. C'est pour ça que Wikipédia arrive en premier, c'est parce que tout le monde met des liens vers Wikipédia. Et donc si les liens de Wikipédia fonctionnaient de cette manière-là, il y aurait une vraie incitation pour les vandales de mettre plein de liens qui vont vers leur site à eux depuis les pages Wikipédia. Sauf que bah, Wikipédia a vu venir ça et dès la création, il me semble, les liens sont en nofollow, donc les moteurs de recherche peuvent les suivre si ça les amuse. Mais en tout cas, on leur dit clairement de ne pas utiliser ces liens-là dans la construction de leur index. Et pourtant, ils arrivent premiers tout le temps sur Google. Ouais, Wikipédia arrive premier parce qu'il y a plein de sites qui envoient des liens vers Wikipédia en utilisant justement cette balise dofollow pour bien dire à Google que Wikipédia c'est la référence. D'accord. Autre question, Simone? Est-ce que Wikipédia a ses propres serveurs ou est-ce qu'ils... Ah oui, remarque, c'est intéressant. On sait ça? S'ils ont un service de prestataire externe ou ils enterrent des... Ils ont leur propre serveur. D'accord. En toute sécurité. Cela dit, ouais, je ne sais pas dans le détail comment ils font pour être résistants aux attaques par déni de service. Mais parce qu'ils doivent avoir des équipes de Mais dingue. on pourrait faire ça, on pourrait faire un... Est-ce qu'on pourrait un jour tenter de hacker Wikipédia et de faire un... Je sais pas. On pourrait, faut voir, mais justement, ils n'ont pas une équipe de dingue. Il me semble qu'ils sont quelques dizaines de permanents aux États-Unis.
Il faudrait voir comment sont organisés leurs serveurs, parce qu'il me semble pas qu'il y ait eu beaucoup d'attaques de déni de service contre Wikipédia, donc d'attaques vraiment de brutes, en essayant d'inonder Wikipédia de requêtes. Ouais, il doit y avoir de très bons techniciens derrière. Est-ce qu'une boîte privée peut être partenaire de Wikipédia? Déjà, Wikipédia, c'est juste la marque. C'est avec Wikimedia qu'il peut y avoir des partenariats. Ensuite, il me semble que ouais, Orange avait récupéré tout le contenu de Wikipédia pour faire sa propre encyclopédie sous une autre marque. Ce qu'il est possible de faire, vu que la licence ce qui est produit sur Wikipédia est une licence assez libre. Donc ça permet de repomper le contenu et d'en faire ce qu'on veut, y compris les services commerciaux. Mais oui, il me semble que Orange, derrière, avait accepté de négocier quelque chose avec Wikimedia France pour pas que ça fasse un trop mauvais buzz. Sinon, il y a pas mal d'institutions, d'archives qui ont des accords avec Wikimedia dans différents pays pour envoyer des stocks de photos, des textes, pour faire en sorte que ces archives-là vivent un peu. C'est le cas notamment en Allemagne. Il y a énormément de choses dans cette direction-là. J'ai lu qu'en Allemagne, on avait formé des universitaires et des chercheurs pour contribuer correctement à Wikipédia. Oui, il y a pas mal d'initiatives qui vont dans ce sens-là. Je ne suis pas sûr qu'elles soient toutes organisées par la fondation Wikimedia. Mais c'est sûr que dès qu'on arrête d'avoir une attitude de rejet en disant Wikipédia c'est mal, et c'est malheureusement encore le cas dans plein d'universités, même des écoles de journalisme, où on dit de ne pas utiliser Wikipédia. Et dès qu'on s'aperçoit de tous les avantages et des limites de Wikipédia, c'est sûr qu'il faut des stratégies d'édition de Wikipédia. Il faut que les universités... Ça paraît logique qu'une université, dès qu'il publie un article scientifique, aille le mettre sur Wikipédia pour contribuer à l'avancement des articles sur le sujet et puis aussi pour faire leur promotion, quoi. Alors Nicolas, je sais ce qu'on va faire. Pour conclure, tu vas nous dire, toi, qu'est-ce que tu vas nous dire d'ailleurs? En quelques mots, ce que tu penses de Wikipédia. Imagine qu'on garde que ça, quoi. Imagine qu'on se dise, voilà, ce mec-là qui est le data journalisme de la Terre, qu'est-ce qu'il pense de Wikipédia? Ça, no pressure. Wikipédia, c'est un des exemples les plus remarquables de ce qu'Internet est en train de modifier dans le monde actuel. C'est une encyclopédie d'une valeur inestimable qui a été faite avec un capital de départ hyper faible, qui fonctionne avec très peu d'argent, qui fonctionne en dehors complètement de tous les modèles économiques qu'on connaissait au siècle dernier, et qui en plus permet à des millions, des centaines de millions de personnes par jour de se cultiver, ce qui est quelque chose de tout à fait remarquable et de très positif pour l'humanité. C'est bien ça. Ça t'allait. J'aime bien, c'est bien, c'est beau ce que tu dis, Nicolas. T'es philosophe en fait, t'es pas data journaliste, t'es data philosophe. C'est ça l'idée, Nicolas. Moi je te dis merci, Nicolas. Merci. Merci à toi. Je sais pas comment on dit au revoir en allemand parce que j'ai fait espagnol. Tchuss. Ciao. C'était du. Ah, on dit ciao. C'est cool, c'est ça. Salut. Ciao, ça marche bien. Auf Wiedersehen aussi, ça marche bien. Je m'en souvenais en fait. Auf Wiedersehen. Mar der Fernsehen zu, bitte. Sinon tu vas attraper froid. Merci Nicolas. Merci. Et au revoir tout le monde. Merci à vous. Et on voit dimanche ce qu'on fait de tout ça. Salut. Au revoir, bisous.